Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format inédit. Je suis accompagné du plus burkinabé des Soniqués, qui est Elijah Debla. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est, on va dire, qui a l'air difficile pour une certaine population. On va parler d'un sujet qui est très grave. On va parler du racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc. Bah oui, le racisme anti-blanc. En France, Bah oui, parce que si on regarde les journaux, bah, on a l'impression que c'est un phénomène qui croît. que dans Et les journaux ou dans la vie des gens. à la télévision, je pense qu'ils doivent dire la vérité, je suppose. En gros, on parle de racisme anti-blanc en France. Du racisme anti-blanc en France. Oui, oui, pas au Un pays Mali. majoritairement blanc. Oui, je crois, oui. Mais après, même si les statistiques ethniques sont interdites, il me semble, quand je me promène dans la rue, qu'il Parce y que a moi, dans plus la de blancs. définition du racisme que je connais, il faut qu'il y ait le système. D'accord. C'est-à-dire que sans système, on ne peut pas racialiser des gens sous aucun critère possible. C'est-à-dire qu'il faut que la justice doit soit du côté de cette organisation raciale. Il faut que la police, la gendarmerie, les médias, en fait, il faut que toutes les institutions qui peuvent vous louer une maison, euh, les institutions qui peuvent vous donner du boulot, en fait, il faut que tout cela soit de mèche avec vous pour que vous puissiez mettre un système raciste en place. Et là, si j'entends le mot racisme anti-blanc en France, ça voudrait dire que des institutions à la tête desquelles il y a des blancs sont d'accord pour racialiser des blancs. Attends, je réfléchis. Tu veux dire que Thuram qu'on a accusé de racisme anti-blanc, c'était pas justifié? Bah, en fait, pour que Thuram déjà puisse euh, faire fonctionner son racisme anti-blanc en France, Thuram c'est un footballeur, champion du monde, qui a joué en Italie, qui a joué au FC Barcelone, qui a l'une des carrières les plus riches dans le football. Pour que Thuram puisse rendre victime des blancs par le biais du racisme, il faut que l'institution footballistique, la Fédération française de foot, l'UEFA, la FIFA, la police française, les médias, il faut que tous ces gens soient avec eux. Or, à la tête de toutes ces institutions, on n'a pas de Thuram. On n'a Ouais. pas de Thuram. Donc, explique-moi ton histoire de racisme anti-blanc. Bah, moi, je vais t'expliquer. Là, c'est selon le témoignage d'un journaliste qui est respecté, qui s'appelle Pierre Ménez. Et Oui, selon lui, qui connaît beaucoup le football. il connaît beaucoup le football. Donc moi, je le fais confiance. Il me raconte que son fils n'a pas pu arrêter le football parce qu'on ne lui faisait pas de passe. Et on ne voulait pas prendre de douche avec Son fils lui. était bon. Quand on lui faisait les passes, est-ce qu'il pouvait les recevoir? Selon son propre témoignage, il disait que son fils n'était pas bon. Ah, c'est peut-être pas du racisme. Peut-être qu'effectivement, son fils a été discriminé parce qu'il est mauvais. Effectivement, au football, quand vous êtes mauvais, peu importe votre couleur, on vous discrimine. Michel Platini, on n'aurait pas pu lui faire ça. Olivier Giroud, il joue à Chelsea, il joue à l'équipe nationale de France. Il est champion du monde, on n'aurait pas pu lui faire ça. Peut-être que son fils n'était pas bon. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Pierre Ménès, finalement? Bon, après, je crois qu'il s'est un peu rétracté quand il a vu Mais que... allons au bout, jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il avait dit, Pierre Ménès, Ah pour oui, justifier le oui, 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 racisme? tu veux parler d'un autre épisode où MHD était présent et il parlait du monde à l'envers lorsqu'il disait qu'en fait les Noirs qui étaient majoritaires étaient dominants dans cette position-là. Et là, il avait dit que c'était le monde à l'envers, le fait que les Noirs soient dans cette position. Et donc, Bah, en fait, tout alors, ça est parti parce que Lilian Thuram a accordé une interview à un média italien. italien en Italie où régulièrement les Noirs qui sont dans le calcio subissent des cris de singe. C'est bien ça. D'ailleurs, la semaine où il avait accordé cette interview, justement, Lukaku avait été victime de cris de singe. Et derrière, il y avait le collectif d'Ultra de l'Inter de Milan qui, eux, appuyaient les cris de singe en disant non, mais c'est pas raciste et nous-mêmes on en fait. Donc c'est quand même assez problématique Puisque aussi. eux, ils en font, ce n'est pas raciste. Et justement, c'est quand on prend le cheminement de la communauté noire, il se trouve que dans notre histoire, les Noirs ont subi des choses. Les Noirs ont souvent été comparés à des animaux, à des singes. Le singe étant l'animal le plus proche apparemment de l'être humain. Donc on a identifié le noir avec le singe. Et donc le fait de mettre des cris de singe dans un stade, ça pourrait rappeler ces choses douloureuses vécues par la communauté noire. C'est pareil pour le blackface.
quand vous êtes blanc et que vous vous peignez en noir pour imiter des noirs, ça rappelle des moments douloureux dans l'histoire, dans le cheminement des noirs. Vous ne pouvez pas vous le permettre en 2019. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire du white face, un noir qui se peint le visage en blanc. Ça ne choque personne dans la mesure où, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu d'expérience sociale historique dans laquelle on a réduit le blanc à l'esclavage. Ça n'existe pas. Et donc le white face ne peut pas être opposé au black face. La seule personne connue de façon cathodique à avoir soutenu Lilian Thuram, c'est Vikash Dorasso. Qui a Non, dit c'est vrai qu'ils que. l'ont pas soutenu, ça je me souvenais qu'ils ont dit qu'il avait dérapé. Voilà. Bah, en fait, c'est quelque chose qui est quand même assez systémique. On arrive souvent à inverser le rôle de la victime. On fait culpabiliser souvent la victime lorsque la victime dénonce des actes de racisme. Je me souvenais aussi d'une intervention dans les plateaux télé où il y avait une chroniqueuse sur RMC dans les grandes gueules. Et elle, en fait, bah déjà, à plusieurs niveaux, on voyait que justement, il y avait un côté néocolon dans son intervention. Elle coupait systématiquement la parole à une autre chroniqueuse noire dans le débat. Et en plus, elle avait fait des amalgames. Et notamment, elle avait cité à un moment l'Empire du Mali. Et en fait, dans les amalgames qu'elle faisait, elle disait que la colonisation avait des côtés positifs, puisqu'en fait, grâce à la colonisation, on a pu conserver des arts africains ou on a pu les conserver via l'écrit qui a été apporté par les Européens. Comme si, en Alors fait, qu'on n'avait rien demandé. on n'avait rien demandé. Et en plus, en dehors de ça, il y a il y a des contre-vérités historiques. Mais déjà, pour commencer, pour que ces Européens aient pu ramener ce patrimoine africain, c'est que les Africains eux-mêmes avaient trouvé un moyen de conserver ce patrimoine-là. Tout à Sinon, fait. il n'aurait pas Il existé. n'aurait pas existé. Et clairement, hein, si on veut parler de racisme anti-blanc, peut-être qu'il existe. Il ne faut pas le botter en touche. Si le racisme anti-blanc existe, et si il faut nécessairement, à conditions suffisantes et nécessaires pour qu'il y ait racisme, il faut qu'il y ait le système. Ça veut dire simplement que ce racisme anti-blanc est mené par des gens qui sont à la tête du système. Or, le système n'est détenu par aucun noir. Donc, on ne peut pas accuser en France un noir d'être raciste anti-blanc. Il n'en a pas les moyens. S'il a l'intention, il ne peut pas avoir les moyens. Ouais, d'ailleurs, même quand il se retrouve dans une position dominante, comme Madame Taubira, qui a été ministre de la Justice, qui est un poste quand même qui est très important, et au final, Elle subit l'injustice. elle l'a subi de plein fouet, on l'a traité de singe. Même des enfants l'ont traité de singe. On lui a jeté une banane. Ouais. Un enfant ne peut pas être raciste. Un enfant qui va quand même traiter des singes. La troisième personnalité dans l'ordre protocolaire, garde des Sceaux, c'est que cet enfant a été éduqué particulièrement par ses parents. En fait, pour être clair, on a tous des amis blancs. On a tous, comment dire ça, il y en a parmi nous qui ont des blancs dans leur famille. Et moi, je ne connais pas de blanc à qui on a refusé un travail parce qu'il avait un accent trop fort. À qui on a dit au téléphone, oui, l'appartement, il est disponible, venez le visiter. Et au moment de la visite, on lui dit finalement, ça a été pris par Moussa. Ou vous entrez quelque part, vous ne vous sentez pas, les gens ne se rendent pas compte de ce que vivent au quotidien des minorités telles que les Noirs. En fait, ces gens sont obligés de s'armer de leur regard méchant pour se défendre, tout simplement parce que ils sentent qu'ils ne sont pas le bienvenu partout. Et ça, personne ne peut le percevoir à leur place. Quand on est noir, il y a des choses qu'on vit sur le territoire français que on peut avoir de la compassion, on peut défendre les noirs, mais on ne peut pas le vivre. Et du coup, quand les noirs se plaignent du racisme en France, il ne faut pas venir chercher à stopper cette indignation en opposant le racisme anti-blanc. Moi, j'ai juste remarqué, je ne sais pas si c'est ton cas, que chaque fois que le terme racisme anti-blanc fait surface, soit par Jean-François Copé, soit par Pierre Ménès, soit par je ne sais pas Ah, c'est qui. souvent un racisme de réaction. Voilà, c'est un racisme de. C'est dit que c'est en réaction à un noir qui se plaint du racisme. Comment il s'appelle Conrad. Voilà, Nick Conrad par exemple, qui fait une œuvre d'art dans laquelle il dit, je cite, pendez les blancs.
personne n'est allé voir l'œuvre qu'il a faite. On s'est juste arrêté au titre, on l'a tapé, on n'a pas voulu lui donner la parole. Non, mais en dehors du fait qu'on s'arrête au titre, il y a aussi une injonction qui est, on va dire, un peu insupportable, c'est que quand un rappeur rappe, on a tendance à prendre ça comme une parole d'évangile, comme si il pensait ce qu'il rappait. Et on ne prend pas en compte que le fait que ça peut être aussi, ce qu'il rappe, c'est de la fiction en fait. Là, c'est de la fiction. D'ailleurs, il y a un film qui a eu des millions qui a récolté des millions au box-office. C'est le film American Story. Et ce film-là, dans lequel Nick Conrad, il fait une inversion des rôles. C'est que dans ce film, on voit un noir qui se fait exploser la tête. Dans ce film, on voit des gens qui sont ouvertement nazis, qui font des sales choses aux noirs. Personne n'a dit qu'il ne faudrait pas que ce film passe. Ce film a rapporté beaucoup de millions. Ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui sont allés le voir et ça n'a pas fait de tollé. Et là, Conrad, qui un acteur, un rappeur est un acteur de film est un acteur. Et donc, il fait une mise en scène. Et Conrad, quand on l'écoute, il n'est pas du tout bête. Il explique qu'il a voulu attirer l'attention des gens sur le fait que nous vivons dans une société où nous devons cultiver plus d'amour. On n'a pas voulu l'écouter, on a voulu l'enterrer, il a perdu son emploi. Après, je peux comprendre que ça puisse choquer, mais comme tu l'as dit, il y a une malhonnêteté intellectuelle. On ne peut pas, on va dire, porter des intentions alors qu'une personne dit justement le contraire ou même a expliqué sa démarche. En tout cas, c'est... Bah oui, en fait, vous dites par exemple que voilà, j'ai fait ce clip-là pour attirer l'attention sur le fait qu'il y a un malaise, il y a une fracture sociale entre les Français. D'ailleurs, fracture qui a été importée par d'autres, ceux qui sont au-dessus de nous. On lui dit non, ce que tu as dit, c'est ça. En fait, on donne une signification à l'art d'un artiste qui n'est pas la signification primaire que lui-même a inventée derrière. Donc, dans ce sens-là, la Joconde, on dit clairement à l'auteur de la Joconde, c'est une insulte à la société, les sculptures, etc. Et en même temps, il y a un deux poids, deux mesures chaque fois. On ne va pas donner la même ampleur à quelque chose qui a été fait par quelqu'un qui a la bonne couleur qu'à l'autre. Quand vous regardez, socialement en France, tous les gens de la communauté noire connus, à un moment donné de leur existence, sont confrontés à un problème. On leur demande de rentrer dans une case. Quand ils ne veulent pas, on En leur fait fait, des problèmes. il y a un souci d'exemplarité à suivre lorsque on est noir en France. Et dès qu'il y a un peu d'excentricité, on peut, on va dire, être chahuté ou puni. Les Pogba, avant qu'il devienne champion du monde, il a pris cher par rapport à sa Tout à coiffure. fait. Et, par contre, ça pose pas de problème justement quand on suit cette exemplarité comme N'Golo Kanté, quand on est lisse, on est vu comme étant humble ou sage. Là, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on est vu comme Et d'ailleurs, N'Golo potentiellement Kanté, arrogant, pourquoi les annonceurs, pourquoi les marques ne se bousculent pas aux portes de N'Golo Kanté pour le faire tourner dans les spots publicitaires? Tout simplement parce que c'est pas, en fait, c'est pas le type de noir qu'on attendait. Ce qu'on demande aux noirs en France, c'est d'être mal élevé, c'est d'être un gangster, pour que sur un plan électoraliste, on puisse s'en servir pour dire voilà, ces gens ne méritent pas qu'on leur donne notre confiance, ces gens ne sont pas exemplaires. Parce que finalement, N'Golo Kanté fait l'unanimité en Angleterre, en France, auprès des jeunes, auprès des non-jeunes. Mais on ne le voit pas dans les publicités comme on verrait une autre personne moins connue que lui. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le noir est indexé en France. Et cette question de racisme anti-blanc, c'est une supercherie. Je le répète, il suffit qu'un blanc dise qu'il est victime de racisme pour qu'on soit solidaire de ce blanc-là. Mais il ne faut pas confondre la méchanceté isolée d'une personne envers un blanc et un système qui empêche le blanc d'avoir un travail à la hauteur de sa formation, d'avoir un logement décent, d'entrer et sortir là où il veut, de ne pas essuyer des moqueries, de ne pas se retrouver tous les jours vilipendé dans les médias. Parce que quand vous prenez aujourd'hui un article de presse, peu importe l'article, peu importe le sujet qui traite, si ça traite d'un noir, par exemple, on dit N'Golo Kanté a mis 10 buts cette année. Vous allez lire dans le forum de l'article, dans les commentaires, vous verrez, ça va toujours à 100% des cas, ça va dévier dans des propos racistes. Et ça, il y a des personnes normalement dans les gros médias qui sont chargés de regarder ces commentaires-là, après de c'est les parce que modérer, mais on laisse faire. après je pense qu'il y a aussi une certaine forme de banalisation du racisme. Lorsque tu parles des commentaires qu'on peut lire dans les forums,
tu as le fameux, des fois qui est cité, le fameux expert africain, comme s'il n'était pas légitime à parler de foot parce qu'il serait plus pauvre ou parce qu'il suivrait dans un cybercafé des matchs de foot. Et donc lorsque on émet ce genre de propos, on indique qu'en fait que l'Africain n'a pas les moyens d'avoir d'ordinateur à sa possession ou de suivre un match de foot dans d'autres conditions. Et même si ce serait le cas, ça ne le rend pas forcément illégitime à parler de foot. Le foot, c'est un sport populaire qui parle à tout le monde. Sauf que là, souvent, cet argument est utilisé pour discréditer Oui. et non D'ailleurs, ce sur qui les est arrivé arguments. à Thuram, Thuram est en train de monter en puissance dans son combat antiraciste. Et il faut le discréditer. Comment le discréditer? C'est de le faire passer pour un raciste C'est senti-blanc. anti-blanc. Or, aucun noir ne peut être raciste anti-blanc. Même un blanc ne peut pas être raciste anti-blanc. S'il y a un exemple qui pourrait mettre tout le monde d'accord en termes de racisme anti-blanc, ce serait le traitement médiatique et politique et même social du cas des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, comme on a pu le voir tous les samedis, c'était pas des Mamadou, c'était pas des Moussa, c'était des Blancs. C'était des Jean-Luc, des Jean-Paul. Et comment on a vu le traitement qu'ils ont subi, on pourrait parler de racisme anti-blanc là, parce qu'il y avait toute une organisation systémique contre les Gilets jaunes. Une organisation pour les empêcher de gagner le cœur des Français. Ça, on pourrait évoquer. Mais pour revenir, tant que on ne peut pas réduire les Blancs au manque d'emploi à cause de leur couleur, on ne peut pas les empêcher de rentrer dans une salle de ciné, dans un restaurant UP ou dans une boîte de nuit à cause de leur couleur. On ne peut pas les empêcher d'accéder au logement à cause de leur couleur. On ne peut pas parler de racisme anti-blanc en France. Et les seuls qui sont racialisés en France, ce sont les minorités, dont les Noirs. Et ces Noirs-là, quand ils s'élèvent pour dénoncer cet état de fait, des gens comme Pascal Pro, des gens comme très très maladroits, hein, comme Pierre Ménès, se lèvent pour évoquer le problème du racisme anti-blanc. Par contre, quand Laurent Blanc a évoqué les quotas, quand Willy Sagnol a évoqué le joueur type africain, on n'a pas entendu ces gens-là. Et, Comme dirait le rappeur Youssoupha, on vous a vu faire semblant pour l'affaire des quotas. pardon. Comme dirait le rappeur Youssoupha dans la chanson Musique Nègre, on vous a vu faire semblant pour, l'affaire des quotas. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut. On ne peut plus nous mentir aujourd'hui en 2019. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'exemples, déjà pour dire que socialement, il n'y a pas d'exemple social. De toute façon, là, on peut revenir à l'actualité. La différence, entre on va dire, le racisme anti-blanc et le racisme tout court, enfin le racisme institutionnel, c'est que par exemple, lorsqu'on émet des propos racistes ou même on a fait des discriminations, on a été pris la main dans le sac. Par exemple, Olivier Létang, qui est aujourd'hui à Rennes, qui avait été pris la main dans le sac dans l'enquête de Mediapart, dans l'affaire d'une discrimination envers un joueur noir parce qu'il est noir et il n'a pas été recruté. Ou encore Éric Zemmour, qui a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale, Et à l'islamophobie. et qui va pouvoir aller travailler tranquillement Officier sur CNews. CNews au calme. Donc ça pose pas de problème. Il y a encore d'autres affaires où, en fait, la personne blanche ne perd pas son emploi, quoi. Ou à la limite, si elle perd son emploi, elle va rebondir En fait, vers elle un aura autre une emploi. promotion. Vers un autre emploi. Mais elle n'aura pas une perte de pouvoir économique. Alors que, dans le cas du noir, si un noir s'amuse à vouloir juste émettre ce type de propos, bah, il perd tout de suite son emploi. En fait, aucun média ne donne une tribune à un noir pour émettre un propos équivoque sur les blancs ou sur quoi que ce soit. Un noir peut émettre un propos équivoque sur les noirs. On a vu Absat aussi, on a vu même Ross hein, sur CNews justement, qui validait le whiteface, qui disait qu'il ne comprenait pas comment on pouvait s'offusquer pour un blackface. C'est comme si moi, Ross, je suis noir, je me mettais une peinture blanche, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'exemple historique, il n'y a pas d'expérience dans notre histoire où le blanc a été marginalisé à ce point-là. Et donc, ça ne veut rien dire. Et moi, je pense que les gens doivent rester vigilants. Et comme je l'ai déjà dit, face aux médias racistes, il faut se désabonner. Aujourd'hui, en 2019, depuis le début des années 2010, les réseaux sociaux ont été validés. Disons, ont été officialisés comme l'instrument d'influence des personnes, des institutions, des marques. Et donc aujourd'hui, ne donnez pas vos likes, ne donnez pas vos voix
ne donnez pas de la force à ces médias et à ces personnalités. Désabonnez-vous des comptes d'Éric Zemmour, désabonnez-vous de CNews qui va donner une tribune à Éric Zemmour, désabonnez-vous de toutes ces personnes, les Pierre Ménez, tous ces gens qui Et tiennent des propos racistes. c'est marrant que tu parles du pouvoir économique parce que ça commence déjà à être en place. Il y a des annonceurs qui annoncent se retirer par rapport juste avant la chronique de Nutella, Zemmour. Nutella que nous saluons. Donc ce qui veut dire qu'en fait, oui, on peut sanctionner économiquement justement quand quelque chose nous plaît pas, tout simplement. Sauf que ça demande une discipline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je vais donner le cas de H&M, la marque H&M, lorsqu'ils ont sorti le fameux pull Coolest Monkey of the Jungle. J'ai clairement expliqué à mes deux enfants, on n'entre plus chez H&M, on ne porte plus la marque H&M. Et moi-même, pendant 2 ans, je les ai boycottés. Je viens de lever mon boycott parce que H&M vient de Bah, signer. attention, tu te radicalises là. Ah oui, faut me signaler, au ministère de l'Intérieur pour cette radicalisation. Et justement, pendant 2 ans, j'ai boycotté H&M. Je n'entrais pas, mes enfants n'entraient pas. Et quand j'ai levé le boycott, mes enfants, ils ne voulaient pas me suivre. Ils ont dit, oui, mais tu as dit qu'on n'entrait plus à H&M, pourquoi tu veux qu'on rentre? Et c'était pas normal pour eux de voir un noir rentrer ou sortir de chez H&M. Chaque fois qu'ils envoyaient, ils me le disaient. Et donc aujourd'hui, j'ai levé ce boycott tout simplement parce que H&M a signé avec une marque sud-africaine pour commercialiser leur modèle. Et effectivement, tant que la communauté noire ne serait pas capable, ne serait pas suffisamment éduquée pour attaquer les racistes au portefeuille, en fait, on va tourner en rond. Aujourd'hui, c'est vrai que Nutella retire ses annonces sur l'émission d'Éric Zemmour, mais il faut aller loin. C'est-à-dire qu'il faut boycotter cette émission-là. C'est pareil avec l'émission On n'est pas couché, qui a donné une tribune. C'est dit qu'aujourd'hui, si Éric Zemmour a atteint Autant, ce niveau-là, autant autant d'audience, de hein. notoriété, autant de résonance, c'est parce que cette émission-là, animée par Laurent Ruquier, a donné une tribune illimitée à cette personne-là. Et cette émission, il ne faut pas la regarder. Mais c'est même pas qu'à Zemmour en plus. Le plus grave, c'est que tu te dis, bon, si t'enlevais Éric Zemmour et qu'il n'y avait plus de dérapage, ok. Mais en fait, même avec sans Éric Zemmour, des dérapages racistes continuent à émerger. Parce que ça fait Euh, vendre. Regarde même politiquement des politiciens qui ne sont pas connus. Ils font un dérapage raciste. Ils sont connus. On leur fait de la promotion. Leur parti ne les vire pas. La justice ne s'en mêle pas. C'est dit qu'aujourd'hui, nous, on aimerait en tant que Noirs en France que les gens soient sanctionnés, les racistes anti-noirs, les négrophobes soient sanctionnés au même titre que les antisémites. Voilà. On aura un pays juste en faisant ça. Mais là, en faisant une ah, dichotomie Voilà, pour entre... moi, ça s'annonce compliqué, dans le sens où même juste quand tu dénonces une injustice, bah, là, on va revenir à l'actualité, avec Assa et ce qui s'est passé dans ma ville, la ville est belle, bah, lorsque tu vas dénoncer ce genre d'injustice, bah, tu vas être... la procédure est classique, ça veut dire que d'abord, on va criminaliser la personne qui a été victime, donc la personne qui est morte d'un accident ou d'une bavure policière, on va la criminaliser d'abord. Si on ne trouve rien sur cette personne pour la criminaliser, comme pour l'affaire Théo, bah, on va s'attaquer à sa à famille. sa famille. Si on ne trouve rien sur sa famille, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va trouver quelque chose comme un outrage ou autre, et donc on va dire bah, cette personne a fait un outrage, donc on l'arrête. Et au final, finit en prison. Et éventuellement, si c'est pas la famille, bah, on va trouver quelque chose sur les personnes qui militent, quoi. Et, Bah justement, la brave Assa, cette fille, sa vie est basculée du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'était une mère au foyer tranquille. Un beau jour, on tue un frère, on met les autres en tôle. C'est-à-dire que elle est en train de se battre pour que justice soit faite pour Adama, on met les autres en prison. Donc, elle décale son combat. Il faut libérer mes frères. Pendant ce temps, on perd du temps, on rallonge. Et ça coûte très très cher ces procès-là. En fait, quand vous êtes en procès face à l'institution raciste, le moyen le plus coriace qu'ils trouvent, c'est de te mettre en procès en continu. Quel que soit le verdict, ils font appel. Même si le verdict leur est favorable, ils font appel. Et vous finissez par lâcher l'affaire. C'est ce qui est en train d'arriver à ça. Mais elle est tellement brave, cette dame, que je ne pense pas qu'elle va lâcher. Et ce n'est de l'intérêt de personne que Assa lâche. Il faut la soutenir. À un moment donné, il faut que justice soit faite pour ces gens-là. Adama Traoré, c'était un Français. Et d'ailleurs, comme tu le citais, quand il y a une affaire entre la police et quelqu'un des minorités, en fait, ce qu'on cherche, comme tu l'as dit, c'est de le faire passer pour un délinquant. En fait, si on tue un délinquant, ce n'est pas grave aux yeux de la société. Mais même un délinquant, même le plus ouais, gros, il a des droits, criminel, il a des droits. même Adolf Hitler
a des droits. Même Adolf Hitler a des droits. Et quand on juge quelqu'un, quand on fait un procès à quelqu'un, il faut que ses droits soient garantis. Et là, en fait, on déshumanise l'être humain C'est ça. racialisé pour pouvoir le jeter à la vindicte populaire. Ce C'est qu'il ce faut, qui arrive et c'est ce qui ce marche. qu'il faut rappeler que la peine de mort est interdite en France. Donc, quel que soit le délit ou crime qu'il a commis, aucune personne n'a le droit d'ôter la vie Voilà. en Sauf dehors que là, on de nous la légitime explique que bon, comme défense. c'était un délinquant, il est mort, ce n'est pas grave. C'était un drogué, ok. Il y a des délinquants parmi nos politiques. Il y a des délinquants. Et le plus grand délinquant aujourd'hui des chroniqueurs, c'est Éric Zemmour. On lui fait de la promo sur, c'est pas une chaîne, c'est pas deux chaînes. On retransmet en direct son discours. Tu te rends compte? Donc, on est en train de tourner en rond. En tout cas, le racisme Non, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand tu retransmets en direct le discours et après, derrière, tu te dis, on pensait pas qu'il allait aller aussi loin. Ça, c'est quasiment du foutage de gueule, en fait. Alors qu'il n'a rien dit de nouveau, il a toujours dit ces choses. Et d'ailleurs, ceux qui s'offusquent aujourd'hui, en fait, on nous fait. Je sais pas, peut-être qu'il se passe quelque chose euh, en sourdine avec Éric Zemmour, parce que lui, il n'a pas changé. Par contre, son entourage est en train de vouloir changer. En fait, on nous fait croire qu'on découvre Éric Zemmour. On a laissé Éric Zemmour semer la haine. Peut-être qu'on s'est servi de lui. Et aujourd'hui, il y en a qui donnent l'impression de vouloir, quand je vois Ritnolo s'en plaindre, quand je vois Jean-Michel Apathy, tous ces gens-là ont contribué, on lui a donné de la tribune partout, sur tous les médias mainstream en France, on a donné de la tribune à ce Zemmour. Et aujourd'hui, on fait semblant de vouloir le combattre alors que le mal est instauré. Il y a des enfants qui sont nés, en fait, qui ont eu leur éducation cathodique avec Éric Zemmour à la télé et donc qui ont adopté les codes de Zemmour aujourd'hui. Et donc, en fait, les leçons sont passées, on veut juste changer de prof. Sur le fait que, tous les deux, on est d'accord sur le fait que le racisme anti-blanc, en tout cas, n'existe pas à une échelle institutionnelle et donc, il peut en aucun cas être comparé au racisme classique, même si il existe une xénophobie envers les personnes blanches. Euh, c'est pas, on va dire, c'est pas honnête intellectuellement de mettre ça sur le même rang pour, on va dire, essayer de faire taire les personnes qui dénoncent le Surtout racisme. venant de ceux qui vivent du fruit de l'esclavage, de la colonisation, du racisme générationnel sur 400 ans, il y a eu l'esclavage. Sur combien d'années il y a eu la colonisation. Et donc ceux qui vivent de ce fruit-là, aujourd'hui, viennent nous parler de racisme anti-blanc. C'est malhonnête intellectuellement. C'est raciste en fait de parler de racisme anti-blanc en France parce que tout simplement, ceux qu'on accuse de racisme anti-blanc en France n'ont tout simplement pas les moyens institutionnels. Quand vous regardez les JT aujourd'hui, les gros JT du mainstream, il n'y a pas de noirs. Il n'y a que des Jean-Pierre Pernaut. Quand vous regardez les directeurs de publication, les rédacteurs en chef, quand vous regardez le CAC 40, quand vous regardez les commissaires de police, vous regardez les. Il n'y a pas de président de club français noir, ni en Ligue 1, Il y en avait un, mais Pape Ndiaye et Pape Diouf. pas de Voilà. ouf. Donc il n'y a pas de président de club, ni en Ligue 1, ni en Ligue 2. Des entraîneurs noirs, à part Camboire, je ne sais pas. Tigana, il n'est plus là. En fait, dans les structures d'encadrement, les personnes qu'on appelle racisées, les Noirs, les Arabes, disparaissent. sont minoritaires. Ouais. Comme le dit Pierre Ménès, le dimanche, ils sont majoritaires. Plus on monte dans l'échelle, ils disparaissent. Donc, à quel moment, avec quel outil, ils peuvent implanter le racisme anti-blanc? Réfléchissez avant de parler, parce que ça ne marche plus, ces façons de vouloir nous faire taire, parce qu'on ne va pas se taire. Non, le racisme anti-blanc, c'est pas bien. Je rigole. Ouais, vous qui êtes des racistes anti-blancs, arrêtez le racisme, hein, c'est pas bien. Non, c'est pas bien le racisme anti-blanc parce qu'après, on parle plus du vrai racisme. Sujet, voilà. Donc, Et ça fait dire des bêtises à des gens comme Pierre Ménès. Excuse-moi, Pierre Ménès, je fais pas de jeu de mots, mais c'était une grosse bêtise, hein, ton histoire de racisme anti-blanc. Merci, oh là- Moussa.